Bonsoir, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à cette émission spéciale sur le lancement de la campagne électorale. C'est maintenant confirmé, les Canadiens seront appelés aux urnes le 20 septembre prochain en pleine pandémie. Alors que la 4e vague de la COVID déferle sur plusieurs régions du pays, Justin Trudeau s'est rendu à Rideau Hall ce matin accompagné de sa famille pour demander à la nouvelle gouverneure générale, Mary Simons, de dissoudre le Parlement, demande à laquelle, sans surprise, elle a acquiescé. Le coup d'envoi de la campagne électorale est donc officiellement donné. Campagne qui durera 5 semaines, se déroulera en plein été et en pleine pandémie. Justin Trudeau espère ainsi reconquérir sa majorité qu'il avait perdue en 2019. Au terme de sa visite à Rideau Hall, il a affirmé aux journalistes que les électeurs ont leur mot à dire maintenant sur la façon dont le Canada va se sortir de la pandémie. Je pense que tout le monde comprend qu'on est dans un moment extrêmement important de notre histoire en tant que pays. Les dernières années, les 17 derniers mois, ont vu des décisions énormes prises par le Parlement, prises par le gouvernement, pour non seulement passer à travers la pandémie, mais pour jeter les bases d'une société plus juste, plus forte, plus prospère pour tous, en relançant l'économie. Et je pense que c'est important que les Canadiens puissent se faire entendre sur comment ils veulent en finir avec cette pandémie, comment on va rebâtir en mieux. On est dans un moment où les Canadiens sont de plus en plus vaccinés. On n'est pas passé à travers cette pandémie encore et comment on va la finir mérite d'avoir une décision et un choix fait par les Canadiens sur les mois à venir et sur les décennies à venir. Tous les leaders des partis d'opposition aux communes ont vivement critiqué Justin Trudeau pour avoir déclenché des élections à ce moment-ci en pleine pandémie. Le chef conservateur accuse Justin Trudeau de s'adonner à des jeux politiques au risque de la santé des Canadiens. Voici Erin O'Toole. Pendant la pandémie, vous êtes restés à la maison. Vous vous êtes fait tester et vous avez reçu le vaccin. Cela a porté ses fruits, car on peut maintenant prévoir nos proches, nos amis et nos familles. Mais il ne faut pas mettre en péril tous nos efforts pour des jeux ou des gains politiques. Et année après année, Justin Trudeau laisse tomber les Canadiens. Le résultat, des familles stressées qui ont de la difficulté à payer leurs factures. Des gens qui s'inquiètent du prix des aliments, du logement et du chauffage. La réponse du Parti libéral, il vous demande de la récompenser avec 4 autres années. 4 autres années à faire de fausses promesses, à faire le minimum et à laisser tomber les Canadiens. Et le Bloc, l'NPD et les Verts, comme les libéraux, ils veulent dépenser votre argent. De son côté, le chef du Bloc québécois croit que ce déclenchement électoral en pleine 4e vague de la COVID aura pour effet d'évacuer les enjeux les plus importants. Yves-François Blanchette accuse Justin Trudeau de faire passer ses intérêts personnels devant ceux des électeurs. La législature aurait dû durer 4 ans. C'est l'esprit de la loi sur les élections à date fixe dont on commence à se demander si elle a un sens. Nous sommes aussi dans une pandémie qui n'en finit plus de finir, rendant le déclenchement d'une élection générale de l'opinion tout aussi générale très irresponsable, avec des raisons que j'ai essayé de comprendre lorsque le premier ministre les a énoncées, et j'y ai tout entendu, sauf ce qui apparaît la vérité, c'est-à-dire le mot « ambition personnelle ». Le chef du nouveau Parti démocratique a qualifié d'égoïste les prochaines élections fédérales qui auront lieu le 20 septembre. Jock Meeting en a profité pour rappeler les promesses trahies des libéraux de Justin Trudeau et inviter les Canadiens à lui faire confiance. Si on ose ensemble, je sais qu'on peut investir dans notre avenir. On peut investir pour régler la crise du logement. On peut investir dans nos soins de santé. On peut réagir aux enjeux qui touchent la communauté autochtone. On peut réaliser la justice. Si on ose ensemble imaginer ce qu'on peut faire ensemble, c'est exactement ce qu'on veut faire. Osons ensemble,
on peut investir dans les gens, on peut s'assurer que les autres riches payent le juste part et on peut bâtir une meilleure société ensemble. La chef du Parti vert s'est elle aussi montrée indignée par ce déclenchement d'élections en pleine pandémie. Voici Anna-Mi Paul. Ils ont décidé de déclencher une élection dans telles circonstances. C'était inimaginable, mais c'est vraiment un témoin de combien le gouvernement a décidé de reléguer la population du Canada au bas de sa liste de priorités. Le Canada peut devenir un leader mondial sur le plan de limiter le réchauffement global, le réchauffement de notre planète. Une campagne électorale qui démarre donc alors que s'amorce la 4e vague de la pandémie au Canada. On va maintenant analyser les enjeux de cette élection, mais d'abord de cette décision de lancer le pays en élection à ce moment-ci. Et pour ça, je retrouve avec beaucoup de plaisir nos politologues en résidence à CEPAC, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Alors bonsoir à vous deux, bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver au terme d'un été, je dirais, interrompu abruptement. Alors bienvenue, merci d'être avec nous. Merci. Bon, Bonsoir. Bonsoir, Daniel. D'abord, sur le moment de déclencher cette élection, Justin Trudeau dit que le moment est venu pour les Canadiens de s'exprimer, d'avoir leur mot à dire sur la façon dont le pays va se sortir de la pandémie. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de cette justification de M. Trudeau pour lancer le pays en élection? C'est une bonne justification dans le sens qu'on ne l'attendait pas, celle-là. On pensait qu'ils allaient nous dire, vous savez, l'opposition me met des bâtons dans les roues, je ne peux plus fonctionner, c'est rendu ingouvernable. Puis c'est un peu ça qu'on entendait ces derniers mois. Puis là, il nous arrive avec une nouvelle explication qui pourrait être séduisante, mais il va falloir faire attention pour les libéraux, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils écoutent les Canadiens. Alors, s'il dit, on veut vous entendre, puis on veut vous prononcier, je m'attends à ce que les libéraux aient des propositions intéressantes à présenter, puis une vision d'avenir, pas juste pour les prochains 18 mois, comme disait Justin Trudeau, mais peut-être pour les 18 prochaines années. Alors, il s'est un peu pris et commis, lui aussi, dans son discours. Et là, il va falloir qu'il livre la marchandise parce qu'il ne peut pas juste nous laisser sur notre faim comme ça. Alors, ça va prendre de la substance, puis moi, je m'attends à de la substance pendant les 6 prochaines semaines. Oui, parce que, Daniel, bon, tout le monde l'a dit, là, c'est un pari qui est risqué sur la 4e vague. Si jamais elle prend de l'ampleur, évidemment, on ne sait pas ce qui peut arriver. Est-ce que c'est une décision qui pourrait, en cours de route, en cours de campagne, se retourner contre les libéraux? Oui, je pense que c'est une décision risquée en raison de la pandémie, mais aussi en raison du fait que les libéraux sont pas si en avance que ça dans les sondages et les conservateurs vont pas très bien, mais le NPD est assez fort en ce moment et ça pourrait brouiller les cartes. Donc, on peut s'attendre à des surprises durant la campagne, non seulement du côté de la pandémie, évidemment, mais aussi des thèmes qui pourraient émerger. Par exemple, au Québec, la question des armes à feu dont on parle davantage depuis quelques semaines. Et il y a l'actualité internationale aussi qui pourrait jouer un rôle, même si on ne parle pas beaucoup d'affaires étrangères durant nos campagnes électorales normalement. Ce qui se passe en Afghanistan, en Haïti, et il pourrait y avoir évidemment d'autres événements comme ça durant la campagne qui pourraient altérer le contenu des débats. Oui, parce que justement, la question de l'Afghanistan a pris quand même pas mal de place lors du point de presse de M. Trudeau aujourd'hui. Geneviève, sur les enjeux de la campagne électorale, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la pandémie va prendre toute la place ou on va parler d'autres choses? Qu'est-ce que vous en pensez? On ne pourra pas parler d'autre chose parce que le reste est lié à la pandémie. Puis d'ailleurs, on voit déjà un clivage entre les conservateurs et les autres partis. Les conservateurs veulent nous dire, l'après-pandémie, on veut revenir le plus rapidement à la normale, ce qu'on vivait avant que la pandémie soit déclenchée. Alors que les autres partis, les libéraux en tête, nous disent, nous, on veut réformer, transformer le Canada, le pays, le gouvernement, et donc proposer des nouveaux programmes. Alors tout ça est justifié sur la base de la pandémie. Ensuite, si on regarde les finances publiques, qui est un enjeu majeur de toute campagne électorale. Ça aussi, c'est lié à la pandémie. Et tant qu'on est dans la pandémie, puis c'est là, je pense que les libéraux avaient une raison de lancer la campagne maintenant, c'est qu'on est encore en pandémie et ce sont les libéraux qui gèrent en ce moment cette pandémie-là et ils sont assez populaires. On aime leur gestion de la pandémie. Donc, on ne veut pas trop regarder en arrière ce qui s'est passé, on regarde plus l'avenir, mais comme on est encore dans la crise, je pense que les libéraux vont nous le rappeler assez fréquemment puis nous dire, bien,
c'est nous qui avons pris les bonnes décisions, puis on va continuer à prendre les bonnes décisions on ne sait pas combien de temps ça va durer encore. Alors, à mon avis, la pandémie va toujours être en toile de fond dans tout ce qu'on va entendre durant cette campagne. Parce que, évidemment, en bout de ligne, le but de Justin Trudeau, là, c'est de regagner sa majorité qu'il avait perdue en 2019, notamment au Québec, où le Bloc québécois il avait ravi des sièges aux libéraux. Les libéraux avaient aussi perdu des sièges en Ontario, en Colombie-Britannique. Daniel, quelle est la position des partis sur la ligne de départ? Comment voyez-vous C'est difficile de prévoir, évidemment, la journée du déclenchement de l'élection, le résultat le 20 septembre, mais parlez-nous de la position des partis sur la ligne de départ. Oui, bon, les libéraux sont quand même en bonne position, mais pour ce qui est d'obtenir la majorité, donc des sièges, 170 ou plus, c'est quand même un peu une chance sur deux selon les projections actuelles là, des différents sites web qui font ce genre de travail. Écoutez, c'est dans une relativement bonne position, mais tout peut se produire dans une campagne, même si elle est seulement de 36 jours, ce qui est très court, c'est le plus court qu'on peut faire. Les conservateurs, eux, sont en mode rattrapage, parce que là, en moyenne, là, sous la barre des 30% dans les sondages, c'est beaucoup moins que ce qu'ils ont obtenu en 2019. Il ne faut pas l'oublier, en 2019, ils avaient reçu plus de votes que les libéraux. Mais là, ils sont quand même derrière les libéraux en matière d'intention de vote, ce qui est vraiment problématique, surtout que le vote conservateur est plus concentré sur le plan régional que le vote libéral en moyenne. Le NPD est dans une bonne position parce que Jack Meeting est très populaire et aussi les jeunes vraiment se rallient derrière le NPD. Donc, ce sont, je pense, il y a de l'espoir du côté du NPD d'améliorer le score, parce que la dernière fois, ils ont perdu 20 députés en 2019. Hein, donc, ça a été une expérience assez difficile. Pour ce qui est du Bloc au Québec, je pense qu'on essaie de conserver les sièges et peut-être même d'en remporter quelques-uns de plus, mais c'est pas gagné d'avance, même si François Blanchet, aujourd'hui, avait l'air très en confiance, vraiment de dire que le Bloc pourrait remporter plus de sièges que la dernière fois et peut-être avoir même plus de sièges que les libéraux au Québec. Oui. Geneviève, qu'est-ce que vous allez surveiller pendant cette campagne électorale? Quelles sont les régions clés, selon vous? Moi, je m'attends à ce que les libéraux essayent de regagner les sièges qu'ils avaient gagnés en 2015, mais qui ont perdu en 2019. Et ces sièges-là, il y en a une bonne partie qui sont dans l'Ouest canadien. Donc, on n'en parle pas beaucoup. On a l'impression que l'Ouest canadien vote conservateur. Mais il y a peut-être des gains à faire pour les libéraux dans ces régions-là. Il y a peut-être des pertes à faire pour les conservateurs. Pas immenses, mais quelques-uns qui pourraient peut-être faire une différence entre une majorité et une minorité. Alors, ça vaut pour l'Ouest, ça vaut aussi pour l'Est. L'Atlantique, en 2015, c'était rouge. Je pense que les 28 sièges étaient 28 sièges libéraux. Ils en ont perdu en 2019. Alors, je pense qu'ils ont espoir d'aller chercher ces sièges-là. Donc, on va voir M. Trudeau se promener beaucoup d'un endroit d'est en ouest, d'est en ouest et de ouest en est et essayer d'aller chercher ces votes-là. Pour moi, le gros point d'interrogation, c'est l'Ontario, parce qu'on sent vraiment que c'est le statu quo. On voit pas beaucoup de changements. Les libéraux ont déjà fait pas mal d'acquis dans la région de Toronto en 2019. Est-ce qu'ils vont pouvoir étendre ça? Ils vont peut-être même perdre des sièges à Toronto aux dépens des néo-démocrates. Alors, ça aussi, ça peut venir jouer puis un peu changer la dynamique de la campagne. Et je me demande quel va être le rôle de Doug Ford dans tout ça, qui avait été écarté de la campagne en 2019, mais qui a peut-être le goût en 2021 d'être un peu plus présent. Et lui aussi pourrait faire une différence dans la campagne. Donc, beaucoup de surprises dans cette campagne-là, beaucoup de points d'interrogation, mais une campagne féroce. On ne donnera rien à son adversaire, puis on va se battre pour chacun des comtés. Chacun des comtés va être important. Oui, Daniel, juste pour conclure là-dessus, sur ce que Geneviève vient de dire, vous pensez aussi que ça va être une bataille féroce? Vous vous attendez à quoi à cet égard? Oui, je pense que comme les libéraux, quand même, ont 155 sièges, ils en ont besoin seulement de 15 de plus, mais ils vont peut-être en perdre quelques-uns. Comme Geneviève l'a expliqué, je pense qu'ils ont des chances vraiment en Alberta, à Calgary, à Edmonton. Peut-être, ils visent peut-être 4 sièges au total en Alberta, parce que Jason Kenney est très impopulaire. Donc, je pense qu'il faut garder la carte électorale provinciale, ou ce qui se passe au niveau provincial. En Alberta, l'impopularité de Jason Kenney, ça aide les libéraux. On peut dire au Manitoba, sans doute aussi, l'impopularité des conservateurs au niveau provincial pourrait aider les libéraux. Ouais. Au Québec,
situation très différente parce qu'on a vraiment un premier ministre provincial très populaire, François Legault. Et la question au Québec, c'est de savoir est-ce que François Legault va faire des déclarations qui pourraient nuire à Justin Trudeau, comme il le fait en 2019, ou est-ce qu'il va rester en retrait, surtout que les libéraux ont dépensé beaucoup d'argent au Québec récemment et qu'il semble que la relation entre Trudeau et Legault soit on au verra beau fixe. là-dessus, mais je dois terminer, Geneviève, juste une question, parce qu'on a vu aujourd'hui que M. Trudeau a refusé de dire s'il démissionnerait, s'il n'y a pas sa majorité le 20 septembre. En quelques secondes, je sais que c'est difficile, là, mais quel avenir pour Justin Trudeau s'il ne gagne pas son pari de décrocher sa majorité au terme de cette élection? Ben, l'histoire récente nous montre qu'un chef de parti qui ne livre pas la marchandise, donc qui ne fait pas mieux que l'élection précédente, va quitter son poste. C'est probablement ce qui attend. Alors, le futur de Justin Trudeau est en jeu. Est-ce que le futur des autres chefs de parti l'est? Peut-être Jack Meeting, ça se pourrait. Peut-être même Erin O'Toole, ça dépend de sa performance. Mais de nos jours, maintenant, une élection au Canada, c'est très risqué pour les chefs de parti. Donc, oui, son avenir est en jeu. Geneviève et Daniel, on aura le plaisir, ou j'aurai du moins le plaisir de vous parler à tous les lundis de cette campagne électorale. Merci d'être avec nous et on se retrouve demain. Merci. Merci. Au revoir. Et je poursuis l'analyse, cette fois avec notre panel de journalistes, Joël Denis Bellavance de La Presse, Catherine Lévesque de La Presse canadienne et Boris Proulx du Devoir. Alors, bonsoir à vous trois. Merci d'être avec nous. D'abord, je veux vous entendre, vous aussi, sur la façon dont Justin Trudeau a justifié sa décision de déclencher des élections en pleine pandémie. M. Trudeau dit que le moment est venu pour les Canadiens de s'exprimer, qu'ils ont leur mot à dire, en fait, sur la façon dont le Canada va se sortir de la crise. Joël Denis, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, M. Trudeau était prêt à répondre aux critiques qui étaient inévitables, à savoir pourquoi doit-on avoir des élections maintenant, qu'est-ce qui justifie les élections. Il a quand même assez bien, je vous dirais, défendu sa cause en disant que qui peut s'opposer à ce que le peuple se prononce. Donc, là, ça rend un peu le fardeau de la preuve vers les partis d'opposition pour dire, on n'a pas besoin de consulter le peuple sur la marche à suivre. Donc, M. Trudeau, je pense, a réussi à marquer quelques points en défendant cette décision de provoquer des élections. Oui, Catherine, parce que Justin Trudeau, en fait, il a retourné la question aux partis d'opposition, disant que c'était à eux, en fait, de justifier pourquoi les Canadiens n'auraient pas leur mot à dire sur la suite de la pandémie et la sortie de crise. Est-ce que c'est habile de la part de Justin Trudeau? Je crois que c'est plutôt risqué pour Justin Trudeau, justement parce que la position des partis d'opposition, on la connaît. Ils ne veulent pas d'une élection en ce moment. Ils trouvent que c'est risqué actuellement à cause de la 4e vague. Donc là, c'est à Justin Trudeau que revient le fardeau de la preuve pour justifier cette élection-là. Quoi qu'il en dise, je pense que c'est à lui de dire aux Canadiens pourquoi on doit être en élection en ce moment. Qu'est-ce qui justifie une élection à ce moment-ci, alors que vraiment, on a tellement de problèmes en ce moment sur la scène internationale qu'on a besoin d'un gouvernement à l'œuvre, surtout en pleine 4e vague. Donc, quoi qu'en dise Joël Denis, moi, je suis un peu en désaccord avec ce qu'il dit. Je crois que c'est plutôt risqué pour Justin Trudeau, cette stratégie. Boris, mais quand même, cette décision de déclencher des élections maintenant en pleine pandémie, est-ce que ça va suivre les libéraux pendant toute la campagne électorale, vous pensez? Probablement. Remarquez, quand Justin Trudeau dit qu'il, tout au long de ce second mandat pandémique, a pris des décisions qui ont un potentiel de marquer les années à venir pour les Canadiens. Par exemple, la décision d'imposer le vaccin aux fonctionnaires et aux passagers aériens. Il dit à juste titre que ça n'a pas été soumis au vote, tout ça, et que finalement, c'est un peu la justification pour cette élection de dire, voilà, nous prenons toutes ces décisions, incluant même celles qui ont été annoncées pas plus tard qu'avant hier, et nous avons besoin finalement d'un mandat pour avoir la légitimité d'aller de l'avant lorsque les conséquences sont aussi grandes. Oui. Donc, c'est une élection historique. M. Trudeau l'a même dit lui-même aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, en début de 4e vague. Il y a beaucoup d'incertitudes. Joël Denis, vous en avez couvert quand même des campagnes électorales dans votre carrière. Qu'est-ce que ça change au niveau logistique, une élection en temps de pandémie? Oh, énormément, parce que là, on me raconte que les rassemblements, les gros rassemblements, il n'y en aura pas. Là. On n'en verra pas des 2000 ou 3000 personnes. Ça va être limité à 25 personnes dans le camp libéral, c'est ce qu'on me raconte. On va prendre les mesures les plus sévères d'une province et les appliquer à l'ensemble du pays, même si certaines provinces ont levé certaines restrictions. Donc, M. Trudeau, ça pourrait être un handicap pour lui parce qu'il est à l'aise devant les grandes foules.
Et si vous avez seulement 25 personnes qui applaudissent, ça donne pas la même dynamique qu'un rassemblement où on compte beaucoup des milliers de partisans. Donc, tous les partis doivent s'adapter. Moi, ce que je crains au bout du compte, c'est que le taux de participation soit très, très bas en raison de la pandémie. Il reste que l'Élection Canada prévoit quand même un taux record de participation peut-être par voie postale. On va poster notre bulletin de vote, sauf que ce sera une nouveauté. Dans le passé, seulement 50 000 personnes ont utilisé le vote postal. Là, peut-être 3 millions de Canadiens, ce qui pourrait avoir l'effet suivant, Esther, et ça c'est important, ça pourrait retarder le dévoilement du vote selon le nombre de participations par voie postale de plusieurs jours. Si jamais la lutte est serrée dans certaines circonscriptions, ça peut prendre jusqu'à 5 jours avant qu'on ait le résultat final. Donc, ça va avoir des effets importants. Oui, peut-être pas le soir même du 20 septembre. Catherine, on le voit, là, vous êtes dans la caravane libérale, vous suivez les libéraux. La pandémie, semble-t-il, ça ne va pas empêcher Justin Trudeau de voyager. Jusqu'à quel point ça complique la campagne des différents partis de faire campagne comme ça en temps de pandémie? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Juste pour les journalistes qui doivent suivre la campagne, nous devons passer des tests rapides à tous les matins. Donc, on doit absolument s'assurer qu'on a un test négatif avant de pouvoir embarquer sur la campagne. Alors là, il y a un risque. Est-ce que si, par exemple, quelqu'un de l'équipe qui suit Justin Trudeau a la COVID-19, là, ça va vraiment très mal paraître. Un autre exemple, c'est bon, au moment où je vous parle en ce moment, on est à Blainville. Actuellement, c'est le premier arrêt officiel de Justin Trudeau. Donc, il est actuellement dans un café à Blainville et encore là, on rencontre quelques personnes, on a des petits rassemblements, donc ça complique énormément la tâche. Au lieu d'avoir des grands rassemblements, des grandes foules, là où Justin Trudeau, comme Joël Denis l'a bien dit, est très à l'aise, et vraiment, il brille dans ces événements-là, il se retrouve un peu à devoir faire justement parler à quelques personnes à la fois. Donc, vraiment, on va se contenter de petits arrêts là, pour la campagne libérale. Boris, Justin Trudeau, Jack Meeting et François Blanchette, ils ont maintenant, tout le monde a l'habitude des campagnes sur le terrain, d'aller à la rencontre des électeurs, de serrer des mains. Est-ce que cette élection pandémique va changer, je dirais, en fait, jusqu'à quel point ça va changer la donne sur le terrain, selon vous? Ben, comme mes collègues l'ont souligné, ça change la donne pour les rassemblements. On entend des candidats dire, par contre, que ça peut avoir des effets positifs, comme lorsqu'il y aura du porte-à-porte. Ben, on présume que les électeurs vont peut-être répondre plus présents. Mais au-delà même de la campagne pandémique, on peut aussi penser au fait que ce soit une campagne électorale ou un vote anticipé. Donc, on n'a pas attendu le mandat complet de 4 ans, octobre 2023, pour dissoudre ce Parlement et déclencher des élections. Donc, pour les journalistes aussi, pour la couverture électorale, ben, ça complique les choses. Hein. Les journalistes ne pouvaient pas prendre énormément d'avance, puisque même si on attendait beaucoup de rumeurs sur ce calendrier électoral, très, très peu d'informations filtraient sur l'allure des campagnes, où elles vont se diriger. Donc, pour les journalistes aussi, c'est pas évident là, d'avoir à suivre cette campagne-là nationale. Oui. Sur les enjeux de la campagne électorale, il faut aller un peu plus vite parce que j'ai d'autres questions pour vous. C'est difficile au moment où on se parle de savoir quelle va être la question de l'isoloir la journée du 20 septembre, au moment de voter. Il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui sur la vaccination obligatoire de certains groupes. Joël Denis, ça va être quoi, selon vous, les grands enjeux de la campagne électorale au pays? Difficile à définir en cette première journée, mais il y a certains déjà qui s'imposent. Je dirais, vous avez mentionné le passeport vaccinal. Déjà, il y a un clivage entre les libéraux et les conservateurs, et les libéraux veulent l'utiliser à leur fin, à leur profit. Ça en est un qui va être aussi, je pense, un enjeu. Il y a aussi la question du réseau national de garderie. Les libéraux ont réussi à conclure des ententes avec 7 provinces sur 10 et un territoire sur 2. Donc, pas mal de succès de cet égard. Mais les conservateurs promettent de renverser tout ça. Donc, ça aussi, ça pourrait être un enjeu. Est-ce que ce sera l'enjeu de l'urne? Ça, je l'ignore. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient influencer cette campagne. Nous sommes en début, donc je dirais que ça risque d'être une boîte à surprise tout au long de la campagne. Catherine, au Québec, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, a ramené aujourd'hui la question de l'environnement. Quels vont être les principaux enjeux de l'élection au Québec, vous pensez? Oui, donc très bonne question. Je pense que vraiment, on va tourner autour de certaines promesses qui ont été faites par les libéraux et qui malheureusement n'ont pas été réalisées, qu'on pense entre autres à la taxation des géants du web. Bon, c'est en cours de réalisation, mais ça n'a pas été fait tout à fait. On parle aussi de ce fameux projet de loi sur la radiodiffusion.
encore là, il y a eu de l'obstruction de la part des conservateurs. On sent que les libéraux veulent vraiment taper sur ce clou-là, veulent en faire un enjeu électoral. D'ailleurs, ils ont recruté Pascal Saint-Onge, justement, cette syndicaliste qui a défendu C10. On parle de langue, de culture, d'environnement, évidemment. Donc, on va encore une fois vouloir ramener ce sujet-là. Alors, je pense qu'il y aura bien des enjeux, mais je pense qu'au final, ce que le Bloc québécois voudra faire, c'est parler de finalement son bilan, à quel point il a poussé le Parti libéral à être plus québécois, à s'intéresser davantage aux enjeux québécois. Et ce à quoi Justin Trudeau a répondu aujourd'hui dans l'Assemblée virtuelle. Il a dit, écoutez, le Bloc ne peut pas réaliser ces promesses-là. Ce n'est que le Parti libéral qui peut faire et qui a livré la marchandise pour les Québécois. Boris, sur les grands enjeux, autant au Québec qu'ailleurs, au Canada, qu'est-ce que vous voyez comme principaux enjeux de campagne? Ce qui me vient en tête, c'est vraiment le bilan de la pandémie. Donc, pensez, en 17 mois, il s'en est passé là, des affaires. Les frontières, d'abord, ça a été un facteur de division entre les partis. Est-ce qu'on a fermé assez vite les frontières du Canada? Ensuite, tous les programmes PCU, ce qui est devenu la PCRE ou les autres subventions salariales, ça a coûté des milliards de dollars et ça a provoqué aussi un déficit record de l'histoire du pays. Et finalement, l'approvisionnement. D'abord, l'approvisionnement de masques, puis l'approvisionnement de vaccins. Bien sûr, le gouvernement libéral a choisi ce moment. C'est peut-être pas un hasard. La vaccination va très bien. On est parmi les pays les plus vaccinés du monde. Donc, il a un bilan à défendre plutôt positif à ce dernier égard. Oui. En terminant, à vous trois, évidemment, la grande question à ce stade-ci, c'est de savoir si Justin Trudeau va finalement remporter son pari d'obtenir un gouvernement majoritaire au lendemain du 20 septembre. Joël Denis, quelles sont vos prédictions à cet égard? Et si on regarde les sondages à l'heure actuelle, c'est les libéraux frappent à la porte d'une majorité, mais c'est pas fait. Et vous savez qu'un parti qui est au pouvoir, qui part en campagne électorale, normalement perd quelques points durant une campagne. Donc, ça risque d'être assez difficile d'obtenir la majorité tant convoitée par les libéraux à l'heure actuelle. Et les libéraux ont profité d'un maximum d'attention médiatique au cours des 17 derniers mois. Mais là, maintenant, ils vont devoir partager la caméra, la scène avec d'autres partis politiques. Donc, les gens vont pouvoir regarder les options qui s'offrent à eux et peut-être que certains vont être convaincus par Erin O'Toole ou Jog Meeting si l'un d'entre eux s'avère amener une très bonne campagne. Ou encore même Yves-François Blanchet qui, je dirais, n'a pas dit son dernier mot, ça c'est clair. Catherine, quelles sont vos prédictions à vous sur la ligne de départ? Et je pense que le vrai sondage, on le répète, c'est le jour de l'élection. Encore beaucoup de choses peuvent se passer en 5 semaines. Certainement, on peut voir que, on saura dans quelques jours, certainement dans les sondages, si les libéraux ont effectivement perdu des plumes et si c'est une tendance qui continue à la baisse. Mais vraiment, je pense qu'on peut voir du côté des conservateurs, ils ne sont pas prêts à former le gouvernement. Disons que ça ne va pas très bien du côté des troupes d'Erin O'Toole à ce moment-ci. Donc, écoutez, ça reste à voir. Moi, je dirais, effectivement, en ce moment, on se dirige vers une majorité, mais peut-être qu'à la fin de l'exercice, on va se diriger vers un gouvernement minoritaire et les électeurs se demanderont pourquoi est-ce qu'on est allé en élection pour le même résultat. Oui. Boris, il nous reste 30 secondes. Est-ce que Justin Trudeau, selon vous, va remporter son pari? Vos prédictions à vous sur la ligne de départ? Il y a de deux choses. L'une, il y a effectivement aller chercher une quinzaine de circonscriptions, ce que M. Trudeau veut faire, tant du côté de l'Ouest, du Québec et des Maritimes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi conservé ses acquis dans le Grand Toronto. Justin Trudeau avait très bien fait en 2015, en 2019. C'est pas une région gagnée, c'est une région qui change souvent d'idée. Donc, on peut parier que c'est à surveiller la région du Grand Toronto, à savoir qui formera le prochain gouvernement, sera-t-il majoritaire ou minoritaire? Oui, Joël Denis, Catherine et Boris, on aura certainement l'occasion de s'en reparler pendant les 5 prochaines semaines. Je vous remercie de vos analyses et bonne fin de journée. Bonne campagne électorale. Merci. À vous aussi, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est ce qui complète notre émission spéciale du lancement de la campagne électorale au pays. Je vous donne donc rendez-vous chaque soir de semaine pour le bilan et une analyse complète de cette élection inédite puisqu'elle se déroule en temps de pandémie. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.